mais voilà. Donc, bienvenue à toutes. Euh, je crois que vous connaissez toutes la boutique d'écriture, j'ai l'impression. La boutique d'écriture, c'est une association d'éducation populaire qui aura bientôt 30 ans, qui développe des projets autour de la langue, des langages depuis ses débuts. Au Ah, alors, il y a quelqu'un qui arrive, pardon. Au tout début, la boutique d'écriture, le cœur vraiment de ses activités, c'était les ateliers de conversation, les ateliers d'écriture, excusez-moi, les ateliers d'écriture créative. Et puis, au fil des années, son projet s'est développé en lien notamment avec les habitants du quartier dans lequel elle est implantée. Et voilà, depuis, on fait un large nombre d'activités en passant par le soutien scolaire, les sorties culturelles, la formation. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes présente, c'est parce que vous êtes impliqués dans un projet qui s'appelle Des livres à soi, pour lequel vous avez suivi une formation il y a une semaine par Norbert, qui est là, Norbert sans roman d'Anquigny, et Perrine Rue, qui est aussi présente. Mais pas que, vous êtes aussi là peut-être parce que vous avez eu l'information par des partenaires. Je sais qu'il y a certaines personnes de l'association Lire et Faire Lire qui sont présentes. Bonjour et bienvenue. Il y a certaines personnes de l'Union, enfin du mouvement Peuple et Culture, puisque la boutique d'écriture est affiliée à un mouvement d'éducation populaire national qui s'appelle Peuple et Culture, qui prône des idées d'accès à la culture pour tous, de lutte contre l'exclusion, d'autonomie, de réflexion critique. Et donc, voilà, on a Catherine qui travaille au siège de l'Union Peuple et Culture qui est présente. Bienvenue à toutes. Depuis un certain nombre d'années, la boutique développe des activités autour du plurilinguisme, en partie via les ateliers de français, d'apprentissage du français, mais pas que, autour aussi d'ateliers avec les parents et les bébés, autour d'albums, de comptines, ce qu'anime Norbert par exemple, des projets participatifs interculturels comme ceux auxquels a participé Anne, qui est présente ici, avec les habitants du quartier, donc la construction de jeux plurilingues, par exemple. Et pour étoffer tout ce travail, il m'avait semblé intéressant d'inviter donc Ivan Chenouf, qui est présente là, avec Brunella et Samira et Nejwa, si je ne me trompe pas. Ivan Chenouf, qui a longtemps été professeur des écoles en région, qui a ensuite fait des recherches au sein de l'Institut national de recherche pédagogique, si je ne me trompe pas, et qui est membre historique et actif de l'Association française pour la lecture. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer Ivan au séminaire Babil Babel de l'agence Quand les livres relient à Paris, mais aussi à Dulala, à Paris, enfin à Montreuil. Et il m'a semblé que votre propos, Ivan, sur le plurilinguisme pouvait largement bénéficier à nos adhérents et adhérentes. Je ne sais pas si vous voulez compléter cette présentation, Ivan. Non, non, bah, simplement dire que je travaille avec Quand les livres relient et donc avec Dulala pour le domaine du plurilinguisme. Super. Et vous vouliez peut-être dire quelques mots sur l'association française Alors, c'est Samira qui est service civique Samira. à Oui. l'AFL. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Samira, je suis en service civique au sein de l'association AFL. Donc moi je suis là pour vous remercier d'être présente aujourd'hui et de nous avoir choisis. Et aussi je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc Facebook c'est Association Lecture euh, Française, oui c'est Oui, ça. alors ça, oui. Et sur Instagram, c'est afl.lecture. On a mis un petit lien qu'on a corrigé d'ailleurs dans notre post Facebook aussi, si ça peut vous aider à trouver la page Facebook de l'Association française pour la lecture. Et donc, Voilà. en gros, les grandes idées de l'Association française pour la lecture sont assez convergentes avec celles de la boutique d'écriture, notamment sur la déscolarisation de la lecture. Ivan, je ne sais pas si... Oui, oui, tout à fait. Donc moi déjà, je voulais saluer Lynn Colson parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et donc j'ai participé à des ateliers d'écriture dans la boutique il y a au moins 30 ans avec François Bon, par exemple, à la Paillade à l'époque. Et puis signaler aussi que
tout ce qui est éducation populaire, bien sûr, l'Association française pour la lecture est complètement dans ce mouvement. Et j'ai travaillé avec Peuple et Culture à Grenoble, à l'époque où Paul Bron, je crois, en était un des animateurs. Voilà. Je viens des quartiers de la Villeneuve de Grenoble, donc c'est là que j'ai conquis. Voilà, donc c'est à nous. Alors voilà, juste avant de commencer la conférence, je vais couper, je vous annonce que je vais couper les micros de tout le monde, qu'on a prévu avec Ivan, non pas de faire une présentation et un temps de questions, mais plutôt des temps de questions qui vont ponctuer vraiment la présentation de Ivan. Vous le savez maintenant, ça fait 1 an qu'on est contraint à faire des visios, contrainte à faire des visios, mais donc il y a un moyen assez pratique de ne pas se couper la parole et d'assurer en même temps une place à tout le monde, c'est d'activer une petite main, de lever la main en fait. Ça se matérialise sur Zoom par la petite barre que vous avez en bas de la fenêtre de discussion. Vous avez quelque chose qui s'appelle réaction. Et si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de lever une petite main. Et donc, nous, ça nous indique que vous voulez prendre la parole. Voilà, je vous invite à faire les tests si vous voulez, là, tout de suite. Par exemple, moi, je le fais. Vous avez peut-être vu, voilà. Donc, ça marche chez Martine. Donc, comme ça, nous, on saura que... c'est comme ça qu'on saura que vous souhaitez prendre la parole, avoir une réaction. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Si c'est bon. Alors, Naïma, est-ce que tu as une question? Alors, on ne t'entend pas par contre. Il faut que tu actives ton micro. Vous m'entendez maintenant? Je t'entends. Ah, d'accord. Pardon, pour cliquer, comment je fais? Je ne savais pas. Alors, toi, tu es sur téléphone, Naïma? Oui, c'est sur téléphone. Alors, normalement, sur la barre en bas de ton téléphone, oui. Si tu passes ta main, il y a une barre qui va s'afficher avec une petite main comme ça. Tu peux appuyer dessus. Non, il n'y a pas de main sur pas la main? Non. Peut-être plus. Oui, et maintenant, il y a. D'accord, voilà. Donc, si à un moment, tu vois qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu lèves la main. Pardon, au début, j'ai pas arrivé de vous dire bonjour, rien du tout, parce que je parle, mais vous ne m'entendez pas. Bonjour tout le monde. Bonjour Naïma. Bonjour à tous. Bonjour. C'est vrai qu'en plus, en visio, les échanges sont moins spontanés, tout doit être régulé, mais voilà, c'est comme ça. Donc, bonjour et bienvenue Naïma. Merci beaucoup. Donc, je vais couper les micros. Puisque je peux faire ça, mais si vous pouvez le faire vous-même, c'est aussi bien. Comme ça, moi, j'interviens un minimum sur vos machines, et puis on va laisser la parole donc à Ivan. D'accord. Alors, bonjour. Tout d'abord, pour vous dire que Donali a oublié de vous le dire, mais le texte de l'intervention vous sera remis, je suppose, Donali, par vos soins. D'accord, oui, il le sera alors. Voilà. Donc, le texte vous sera remis. Il y aura la bibliographie, donc ne prenez pas de notes. Voilà. Et le PowerPoint aussi, si vous voulez le récupérer, je l'ai envoyé à Donali, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout récupérer. Il y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais être aidée avec Brunella qui ne veut pas se montrer à l'écran parce qu'elle est timide pour les questions techniques. J'espère que tout va bien marcher. On vous propose de nous arrêter tous les 20 minutes, tous les quarts d'heure, 20 minutes, tous les quarts d'heure à peu près pour voir si vous avez des réactions. Et puis, on reprend donc pour un travail qui devrait durer 1 heure et puis un débat avec vous. Ça, voilà. On y va alors. Pardon, je me permets juste d'ajouter que vous avez aussi le chat. Si vous voulez poster des informations, il y a Perrine là, qui a posté un lien vers l'agence Quand les livres relient, vers du Lala. Voilà, n'hésitez pas, c'est aussi une fenêtre de partage. D'accord. Voilà, ça fonctionne là. Là, c'est parfait. Je ne vous dis pas dans quel état est Brunella. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Non, passons, ça va aller. Voilà, donc on commence avec Hélène Oxenbury. Donc parce que ça a été une des premières illustratrices à mettre en scène des bébés de toutes les nationalités, mais tous partageant la même joie. Alors je voulais juste dire que moi je travaille avec Dulala et Quand les livres relient sur cette question, et notamment avec une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Christine Hello. Enfin, c'est pas tellement que je l'aime qui compte, mais elle écrit des choses très inspirantes. Et cette idée que dès qu'il y a plurilinguisme, on a accès à la multitude, à la complexité et à l'inventivité. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas monotone, uniforme, homogène, eh bien, nous rend beaucoup plus créatifs.
Donc, je vous ai mis ici une citation de Ilma Rakusa, qui est donc écrivaine, journaliste, traductrice, qui est née en Slovaquie, je crois, et qui est en Suisse allemande aujourd'hui, et qui justement montre que le fait de pratiquer plusieurs langues depuis qu'elle est toute petite, eh bien, ça amène des processus psychiques complexes, comparés, évalués, etc. Et ce qui est important encore plus aujourd'hui que d'habitude, c'est qu'on perd la croyance et à la possibilité de l'un, de l'absolu et d'un fondement stable. Alors c'est un petit peu angoissant des fois, mais c'est quand même plus riche. Voilà, donc comme vous le disiez Samira tout à l'heure, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pour commencer cette la première partie, déjà de préciser, vous le savez sans doute, qu'il y a près de 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Il y en a qui meurent régulièrement, que sur 189 États qui constituent la planète, on a en Europe 225 langues indigènes. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, et il n'est pas rare en Seine-Saint-Denis, mais je pense que c'est pareil pour vous dans certains quartiers de Montpellier, d'avoir des enfants qui sont bilingues, trilingues, voire des fois quadrilingues, en tous les cas, qui sont confrontés à plusieurs types de langues dans leur propre famille. En tous les cas, la moitié de la population du monde est bilingue, ce qui fait un peu honte aux Français qui sont très, très peu actifs et peu habiles dans le multilinguisme. Et si on devait simplement résumer l'intérêt du plurilinguisme en une phrase, on pourrait dire que pour vivre ensemble, eh bien, il faut d'abord s'entendre. Et donc, s'entendre, eh bien, c'est savoir ce que l'autre dit et parler à d'autres. Voilà. Donc, pour tous les gens qui sont ici, souvent quand on discute ou quand on a des contacts avec l'éducation nationale, etc., on a toujours l'impression que le plurilinguisme à l'école, ça pourrait être un état d'âme, quelque chose en plus, une option, etc., ou une mode. Mais c'est pas du tout ça, c'est une nécessité aujourd'hui. Il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des familles plurilingues et beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école maternelle en étant socialisés avec une autre langue que celle de l'école. Alors, ce n'est pas pour autant que les choses sont faciles. Vous le savez bien sûr, il y a des langues dominantes. Ça fait toujours un peu bien de dire qu'on parle le japonais ou qu'on parle l'américain, ou etc. C'est plus compliqué quand on parle une langue d'Afrique, par exemple, une langue pas écrite, etc. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, quand on parle le créole, pensent que c'est un dialecte et que ce n'est pas utile d'en faire état. Souvent dans les stages, quand on demande aux gens s'ils parlent une autre langue, les gens n'annoncent pas les langues orales, comme si ces langues-là n'étaient pas à mettre dans le panthéon des grandes langues. Alors on pense, parmi les réfractaires, on pense souvent que parler plusieurs langues, c'est un risque pour les enfants à cause d'une surcharge cognitive, c'est des risques de confusion, etc. Et puis, on pense, et en France, on est un peu champion dans la catégorie, que c'est un risque pour l'unité nationale. Il suffit de voir les débats à l'Assemblée nationale consistant en le fait d'enseigner l'arabe à l'école, et on voit tout de suite que derrière les langues se produisent plein d'autres effets d'ordre géopolitique. Donc, les enjeux, c'est important qu'on commence à se les poser ensemble, et c'est important aussi de les poser avec les parents, etc., parce que c'est normal que cette question de langue ne fédère pas forcément les gens sur les mêmes valeurs, etc. Donc, moi qui suis un peu âgée, je peux vous dire qu'avant les années 70, le bilinguisme à l'école, notamment, c'était non. Moi, j'étais enseignante. Quand j'ai fait mes études à l'école normale, on a bien insisté sur le fait que, je crois que c'est le 2e article de la Constitution française, la langue de la France, c'est la langue française. Et donc, c'est celle de la cohésion nationale. Et on a fait assez la guerre aux parlers régionaux dans le 19e siècle pour savoir que ça laisse encore des traces très, très fortes, de voir que cette nation s'est bâtie autour du français et contre les langues régionales, pas simplement pour le français. Alors donc, souvent, on entendait des inspecteurs dire, si vous leur faites parler plusieurs langues, c'est le risque, c'est qu'ils n'en parlent aucune correctement. Mais les choses ont changé. Dans les années 70, moi, c'est à peu près à la fin des années 70, quand je suis rentrée à l'Institut national de la recherche pédagogique, il y a des recherches qui commençaient à se
elles existaient depuis quelques années, mais elles commençaient à se populariser pour dire mais non, il faut absolument aider les enfants, enfin favoriser la langue familiale et pas forcément maternelle, hein, puisqu'on ne voit pas pourquoi elle ne serait que maternelle. Donc la langue familiale ou les langues familiales, sauf que on l'a un peu déjà dit. De quelle langue parle-t-on? De quels milieux sociaux? De quelle structure éducative des enfants? Ce n'est pas la même chose à l'école ou dans la crèche, etc. Alors, il y a des avantages. D'abord, on va en évoquer 3 sur le plan affectif, sur le plan cognitif et sur le plan social. Donc, sur le plan affectif, ça commence à être bien admis maintenant. Être accueilli à l'école avec les mots qui ont cours dans sa propre famille, ça facilite l'ouverture aux autres. On se sent reconnu, voilà, et on a donc la possibilité de ne pas être un étranger, de ne pas être obligé de se transformer totalement, surtout si on est tout petit. Mais en même temps, pouvoir parler plusieurs langues, c'est aussi être à l'intersection de plusieurs cultures et c'est toujours enrichissant. Alors en littérature de jeunesse, ça a beaucoup changé depuis quelque temps, mais il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs qui mettaient dans leurs livres, qui faisaient exister une pluralité de cultures à travers les personnages qu'ils choisissaient. Donc j'ai choisi Tommy Ungerer parce que je crois que c'est un des premiers et c'est le seul qui, de manière opiniâtre, a toujours valorisé des personnages très différents. Donc ici, Flix, c'est l'histoire de 2 villes, hein, une ville de chiens et une ville de chats, et puis bien sûr, quelqu'un de la ville de chiens est amoureux de quelqu'un de la ville de chats, et donc le bébé qui va naître va être à l'intersection des 2 cultures. Alors c'est pas étonnant que Tommy Ungerer se soit préoccupé de cette question-là, puisqu'il était alsacien, il a connu plusieurs fois l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne nazie, et il a émigré à New York, où il a pu faire éditer ces livres-là. Donc la première chose qui me semble importante, c'est déjà de parler les langues, hein, bien sûr, de les parler, mais moi aujourd'hui je vais plutôt insister sur les livres qui vont aider à consolider l'oral. Alors on sait, hein, les recherches montrent qu'à partir de 8 ans environ, jusqu'à 8 ans, on progresse à l'oral par l'oral, mais à partir de 8 ans, on progresse à l'oral par l'écrit. Donc ça, c'est, si vous voulez retrouver ça, c'est les travaux de Vygotsky, etc., et qui sont importants. Donc les premières choses, ça ne va pas vous étonner, sur lesquelles on va insister, c'est les comptines, parce que les comptines, elles vont mélanger cet oral, et puis, mais ce n'est pas n'importe quel oral, la comptine, parce que la comptine, elle a été chantée plusieurs fois, et à force d'être répétée, d'être transmise, etc., eh bien, elle devient écrite. C'est un oral, on appelle ça un oral secondaire, ce n'est pas un oral spontané, c'est un oral qui a été travaillé, c'est pareil pour les contes, c'est pareil pour les gens qui font des discours, c'est pareil pour moi ce matin, j'utilise un oral qui s'appuie sur de l'écrit, c'est pas le même type d'oral. Donc j'ai juste fait un répertoire de comptines un peu voilà, sur lequel on pourra discuter tout à l'heure, et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc déjà Didier Jeunesse, mais ça je pense que vous le savez très bien, qui a un fonds de comptines enregistré très important et surtout édité de façon très esthétique et très agréable. Alors pourquoi j'ai choisi les comptines berbères? C'est parce que j'animais il y a 2 ans dans le quartier Pujol à Paris, à Place de la Chapelle, on animait des ateliers avec des parents. Dans cet atelier, ça s'appelle la parlothèque, c'est-à-dire que des parents viennent, mais des parents du même univers linguistique. Autrement dit, les parents parlant l'arabe venaient ensemble, les parents parlant le chinois venaient ensemble, et il y avait des traducteurs, de manière à pouvoir parler dans sa langue des relations avec l'école. Et donc, quand on a eu les parents qui parlaient l'arabe, eh bien nous, on y est allé franco, on est allé à l'Institut du monde arabe, on a ramassé tous les livres qu'on a pu ramasser, et puis on s'est rendu compte au bout de la 10e minute, même pas, qu'un conflit a commencé à éclater entre les parents qui étaient représentés dans la salle. Et parce que certains parents étaient berbères, parlaient le berbère, d'autres parents parlaient l'arabe, et tout d'un coup, eh bien, les tensions politiques qui existent notamment en Algérie, enfin dans le Maghreb, on va dire, ont commencé à s'exprimer de manière un peu agressive, et on a été plongé dans le bain tout de suite. Mais le problème, c'est que quand on a voulu aller chercher des livres en berbère, eh bien même à l'Institut du monde arabe, qui commence à avoir une bonne librairie, on n'en a pas trouvé. Donc c'est pas la même écriture, et puis eh bien la visibilité sur cette langue était mal faite. Donc
en ce moment, on est en train de faire des recherches un peu plus importantes, mais en tous les cas, c'est important de savoir que l'arabe, ce n'est pas l'arabe seulement. On a pris aussi les comptines des berceuses d'Amérique latine. Hein. Bon, ben ça, c'était juste pour montrer que l'Amérique, ce n'était pas simplement les États-Unis et que donc il y avait des langues qui circulaient dans dans la partie nord de l'Amérique. Bien sûr, les comptines et berceuses tziganes, ne serait-ce que pour donner une autre image des populations qui parlent ces langues, qui sont, vous le savez bien, stigmatisées, exclues, marginalisées dans les cités où on travaille. Voilà, et si je vous ai mis les comptines et berceuses des rizières, c'est simplement parce que dans cet ouvrage, il y a plusieurs versions de Frère Jacques, par exemple. Et donc, c'est important de voir comment une chanson que l'on croit typiquement française est une chanson qui peut exister dans différentes langues, etc. Et là, on commence à aborder un des points fondamentaux, je crois, du plurilinguisme, c'est la comparaison. C'est-à-dire que dès qu'on est plurilingue, eh bien, on compare, on commence à entrer dans des activités de comparaison. Donc, on parlait de Dulala, donc c'est sur la partie droite de l'écran. Dulala a enregistré 26 comptines avec des parents pour découvrir les langues. Et sur la partie gauche, un éditeur qui compte beaucoup dans ce domaine-là, qui est Rue du Monde, et qui a fait, vous allez le voir tout au long de cette intervention, beaucoup de publications en plusieurs langues. Alors, j'insiste là-dessus, il y a 7 ans, quand on a commencé à travailler sur cette question, c'était très, très difficile de trouver facilement des livres plurilingues. Ça évolue beaucoup et là, ces 2 dernières années, ça a pris un essor considérable et on peut se réjouir de ça. Et je crois que les professionnels que vous êtes, ils sont pour beaucoup. Voilà, alors ensuite, on a essayé de chercher des chansons qu'on peut chanter avec les enfants, par exemple La ferme à Mathurin, et puis de voir sa version, puisque c'est une chanson qui est d'origine anglo-saxonne, d'essayer de voir saxonne de cette chanson-là. Voilà. Donc, ce qui est important, quand on est avec les enfants, ça nous arrive en crèche, c'est de sortir le livre et de montrer que la chanson qu'on est en train de chanter, eh bien, elle est écrite, elle est là, elle est posée, elle est pérenne, on peut la regarder et quand on saura lire, on pourra la lire. Souvent, dans la crèche avec laquelle je travaille, l'animatrice, la puéricultrice dit est-ce qu'on la chante en anglais ou est-ce qu'on la chante en français? Donc, quand les enfants sont assez grands, donc les grands de la crèche peuvent choisir déjà leur propre langue. Voilà, donc dans les autres langues, il y a bien sûr la langue des signes aussi, hein, qu'on oublie parfois parce qu'elle n'est pas sonore, mais on peut trouver des comptines en langue des signes et dans une école maternelle à Saint-Denis où je travaille, les enfants adorent les comptines en langue des signes et il y a des enfants qui justement sont en difficulté, voilà, qui ont des problèmes d'écoute. Voilà, donc on termine avec Rue du Monde, donc vous allez voir beaucoup de productions, qui a commencé à faire une anthologie multilingue de poèmes du monde et qui les a mis en plusieurs langues, une dizaine de langues environ. Alors, les comptines, on a l'impression que c'est facile, c'est pour les petits, on a toujours entendu ça, mais c'est très élaboré. Il y a des gens qui ont fait des travaux très intéressants sur ce genre. Et donc, je vous envoie ou vous renvoie au livre écrit par Marie-Claire Brûlé et Marie-France Pincé, qui s'appelle Au bonheur des comptines, où il y a notamment une préface au début qui est très importante, je trouve, sur la codification des gestes, sur l'importance du corps, etc. Et bien sûr, ce livre-là est édité chez Didier Jeunesse. Donc voilà, on vient de repérer 2 éditeurs là déjà, dans lesquels on peut faire une totale confiance. Didier Jeunesse pour ses comptines enregistrées, mais aussi Rue du Monde pour ses comptines enregistrées et pour la publication de ses poèmes. Voilà, donc la comptine, on va dire que c'est une passerelle. Ça permet de passer d'une langue à l'autre, de chanter Frère Jacques dans une langue et dans une autre langue, mais c'est aussi un ciment, parce que dès qu'on chante ensemble, eh bien, il y a une union qui se fait, il y a une communion même entre les enfants d'un groupe, et donc cette notion de passerelle et de ciment, c'est ça qu'on va essayer de valoriser tout au long. Le deuxième genre qui me semble très important, mais pas si simple que ça, ce sont les imagiers.
Donc les imagiers, c'est toujours agréable à regarder, c'est souvent très coloré. Le dernier salon du livre a, comment dire, donné une pépite à un imagier qui a été fait par Gervais, Bernadette Gervais, voilà. Donc les imagiers ça permet donc de regarder des éléments d'un monde, on va dire. Donc, ce qui va être intéressant dans un imagier, c'est de voir qu'est-ce qu'on valorise, comme par exemple quand on fait l'imagier de la maison, eh bien, souvent, on valorise des objets dans la salle de bain, par exemple, que certains enfants ne connaissent pas. Nous travaillons avec beaucoup d'enfants qui sont dans des hôtels sociaux. La salle de bain, ça ne leur dit pas grand-chose, par exemple. Les légumes aussi, les fruits qui sont valorisés dans les imagiers sont souvent très européano-centrés, et ainsi de suite, les vêtements, les relations familiales, etc. C'est-à-dire que l'imagier, c'est pour ça qu'il est un peu… Il faut bien l'observer parce que l'imagier va valoriser un mode de vie et une façon de voir le monde. Et malheureusement, c'est souvent quelque chose qui est vu depuis l'Europe ou depuis la France. Alors, bien sûr, les imagiers qui vont nous intéresser, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils vont être toujours intéressants, mais c'est les imagiers bilingues. Donc, on en a choisi 3 ici, l'imagier français-arabe, chinois et japonais. Le problème, par exemple, si on regarde l'imagier français-arabe, c'est que c'est un imagier qui ressemble beaucoup à un dictionnaire, donc il n'est pas tout à fait très, très, très facile à utiliser avec de très, très jeunes enfants. Et puis, il a des problèmes. Par exemple, quand on regarde cette imagier, je crois que c'est dans cette imagier, quand on parle du café, par exemple, on voit des dosettes de café dans des machines Nespresso. Quand on va voir du thé, par exemple, alors qu'on est en plein dans une civilisation qui a l'habitude de servir le thé, qui en a fait un vrai rituel, eh bien, on va voir des sachets de thé. Donc, autrement dit, l'imagier, c'est pas parce que c'est comme ça qu'il ne faut pas l'utiliser, mais en tout cas, il faut l'observer avec les parents. Il faut dire, ben, nous, c'est pas comme ça qu'on boit le thé chez nous, ou c'est pas de cette façon qu'on utilise le café. Le problème avec l'imagier chinois, qui est très très beau, hein, qui a été illustré, on va avoir un 3e éditeur important, c'est Piquier, par Claire Louis, je crois, je pense, Catherine Louis, voilà, Catherine Louis, c'est que c'est un imagier extrêmement esthétique, très très beau et qui va donner une vision de la Chine traditionnelle. Donc on va avoir toujours ce choix, cet angle dans cet imagier chinois. On ne va pas voir la Chine actuelle, on ne va pas voir la pauvreté, on ne va pas voir les problèmes, on va voir quelque chose de très esthétique, artistique, etc. Et puis donc l'imagier japonais que je vous ai mis à côté. Donc, il y a des classiques dans les imagiers. L'imagier du père Castor, hein, qui va donc, voilà, qu'il y en a même un qui est testé par les bébés. Le problème avec ces imagiers-là, c'est justement les mêmes problèmes que pour l'imagier de tout à l'heure du français-arabe, c'est que ça ressemble un peu à un dictionnaire et que c'est pas très facile. Bon, là, les dessins sont tout petits, etc., mais on peut quand même les regarder avec les enfants. Et on voit bien que sur l'imagier français-anglais, anglais-français, et sur l'imagier arabe-français, on a exactement les mêmes fruits, les mêmes légumes, les mêmes choses. Autrement dit, on arrive à un dénominateur commun au lieu de valoriser ce qui est peut-être significatif dans chaque culture, en sachant qu'un pays n'a pas qu'une culture, parce qu'il y a des classes sociales différentes. Alors, pour les gens qui, comme moi, sont monolingues, on apprécie, enfin moi j'apprécie beaucoup les imagiers sonores parce que justement, quand ils sont bilingues, on peut avoir la prononciation si on n'a pas de parents, si on n'a personne qui parle la langue qui est utilisée dans ce type d'écrit. Alors, il y a une maison d'édition Migrilude qui est une jeune maison d'édition et qui commence à faire un travail ambitieux au niveau des imagiers, puisque vous voyez ici sur les fruits qui sont proposés, il y a 10 langues différentes qui sont signalées par des points de couleur et en maternelle. Moi, je vois souvent les enfants maintenant qui ont repéré quel était le point de couleur de leur langue et ils me disent, par exemple, tu lis le violet parce que le violet, c'est l'italien, ou tu lis, par exemple, le bleu parce que le bleu, c'est une autre langue, etc.
Alors, chez Migrilude, toujours, ils ont fait le même travail avec les animaux. C'est une maison d'édition qui essaye de faire un peu d'humour, hein. Donc là, c'est les animaux zygotaux, toujours en plusieurs langues et toujours avec ce système de points qui permet d'appeler les choses par leur nom et par des noms différents. Voilà, alors personnellement, j'apprécie pas beaucoup la couverture du premier ouvrage, mais pourtant c'est un livre qui est vraiment très très intéressant puisque c'est l'imagerie des onomatopées. Donc ici c'est pipi, comment on dit pipi dans toutes les langues, mais on va pouvoir dire aussi qu'est-ce que le chant du coq par exemple, ou le miaulement du chat, ou le bruit d'une porte qui claque, ou etc. Donc c'est les onomatopées, c'est la manière d'exprimer des émotions, donc la sonnette du vélo, ou alors le fait d'avoir faim, d'être content, d'être gourmand, etc. Voilà, alors moi, il y a un imagier que j'apprécie beaucoup, c'est les imagiers photographiques, et on a choisi, bien sûr, sûrement en tous les cas, celle qui a le plus longtemps creusé le sillon de la photographie, Tana Oban. Donc Tana Oban était américaine, elle a vécu en France très longtemps, et elle a terminé sa vie, elle est décédée en France, et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé la photo. Donc la photo, c'est important parce que ça donne un certain, on va mettre ça entre guillemets, mais un certain réalisme qui permet justement de voir l'objet un peu dans son environnement, ce qui n'est pas tout à fait vrai, par exemple, dans ce genre d'imagerie-là, où on va voir simplement le cochon tout seul. On ne voit pas la ferme qui est autour, les autres animaux qui sont autour. Il n'est pas contextualisé. Voilà. Tandis qu'avec les photos, bien sûr, Tana Oban est une artiste, donc elle fait des mises en scène, mais en tous les cas, on est beaucoup plus sur des mises en contexte des objets. Alors, dans les imagiers, il n'y a pas simplement les mots, il y a aussi l'art de compter, hein. Donc, là, on commence à avoir des choses intéressantes, sonores, hein, sonorisées. Donc, le premier imagier en japonais est de Hikari, mais le deuxième est de Migrilude, donc la maison d'édition dont je vous parlais. Alors, il y a des choses qui vont être intéressantes au niveau de la langue dans les imagiers à regarder, c'est que la plupart du temps, on évite la polysémie. Par exemple, quand on dit voler, voler, c'est pour un oiseau, mais on ne dira pas voler, c'est pour dérober quelque chose à quelqu'un. Donc, l'usage polysémique des mots est évité. On essaye de rester sur quelque chose de monosémique, sauf pour quelques auteurs, parmi lesquels Cathy Coupry, par exemple, qui, avec Antonin Louchard, ont fait des imagiers où il y a des problèmes, on se pose des questions au niveau des mots. Est-ce que ce mot, il veut dire ça ou est-ce qu'il veut dire autre chose? Je pense aussi aux déterminants. On n'a pas très souvent d'articles de déterminants devant les mots, donc on ne sait pas si ces mots sont féminins ou si ces mots sont masculins, alors que les enfants ont très vite accès à cette notion-là. Alors la pauvre Brunella qui a eu du mal avec la technique et que je remercie parce qu'elle était absolument tremblante tout à l'heure, a une petite nièce qui a 3 ans, qui parle 3 langues, hein, donc qui parle l'italien avec son papa, qui parle le français avec sa maman, et à qui on donne des cours d'anglais en plus. Pardon, et le créole aussi, 4 langues. Et elle a un sens intuitif des langues. Et donc, quand elle ne connaît pas un mot et qu'elle veut parler en italien à son papa, elle prend le mot français. Et Brunella nous disait qu'elle terminait le mot en O quand il était masculin et elle a ajouté un A quand il était féminin. Donc, cette notion-là, le genre, est important, surtout qu'on sait que les enfants font souvent, ils appellent l'ascenseur, elle est montée, l'ascenseur, elle est descendue. C'est-à-dire que ce problème de découpage du déterminant avec le mot est souvent problématique pour eux, en tous les cas, voilà. Et l'autre chose qui n'est pas signalée souvent dans les imagiers, c'est la notion de nombre, autrement dit le pluriel, le singulier. On a simplement souvent des mots au singulier. Alors, il y a Bayard Presse qui avait essayé de faire un livre qui s'appelait Les Contraires, mais qui est en français uniquement, qui montrait qu'une souris, c'est mignon, mais quand on commence à montrer un nid de souris, ça commence à déjà effrayer un petit peu plus. Donc, la notion du singulier, la notion du pluriel, c'est quelque chose qui a du sens. Et c'est aussi l'autre problème qu'il y a avec les imagiers, c'est que quand on met les verbes, on les met souvent au présent, conjugués avec une personne du présent, rarement à l'infinitif et alors rarement conjugués à des temps futurs ou à des temps passés. Autrement dit, on a une vision de la langue qui est assez simple, hein, parce qu'on pense que c'est difficile pour les enfants, alors que les enfants, ils inventent en permanence, les tout petits, quand ils racontent une histoire, ils disent « il était une fois un roi qui disa à sa fille ».
Donc, il sent qu'il y a du passé simple dans cette affaire. Il ne sait pas trop comment on le dit. Donc, du coup, il essaye de créer. Donc, le plurilinguisme va être important chez les enfants parce qu'il va développer à la fois un contrôle métalinguistique, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler chaque fois le bon mot, le vrai mot, est-ce que je suis dans la bonne langue, est-ce que je suis dans la bonne syntaxe, mais ils vont aussi être dans l'inventivité et la créativité, et bien sûr là-dessus, il faut les encourager forcément. Alors, on a très peu accès ici, en tous les cas, à des imagiers publiés à l'étranger, ou alors quand on a des imagiers publiés à l'étranger, pour le monde arabe, par exemple, on en a pour les pays, on va dire, occidentaux, etc. Pour le monde arabe, ils viennent souvent du Liban, et ce sont souvent des livres, on va dire, qui s'adressent à la diaspora libanaise et qui vont valoriser un mode de vie très occidental. On voit le papa passer l'aspirateur, la maman lire dans son fauteuil pendant ce temps, etc. Donc, on a essayé ici de chercher des images publiées dans les pays d'Afrique à partir de la vision du monde des gens. Voilà. Alors, simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'avantage des imagiers pour nous, c'est qu'on peut en constituer avec les enfants, ou on peut prolonger les imagiers. Par exemple, on peut dire, voilà, dans l'imagier de Migrilude, on nous a montré des animaux, mais on ne nous a pas montré tel animal que nous connaissons, etc. C'est-à-dire que l'imagier, il est évolutif et il peut donner lieu à des productions pour les enfants et avec les parents qui peuvent intervenir, surtout pour la traduction des mots. Voilà, alors, parfois on trouve des pépites, c'est-à-dire qu'on voit ici chez Gallimard un livre qui s'appelle Deux petites mains et deux petits pieds, avec des bébés qui s'éclatent toujours beaucoup. Et on voit tout d'un coup que chez Gallimard, Gallimard qui est une grande maison d'édition des Émirats arabes unis, on va voir donc deux albums qui vont parler, le premier des mains, le deuxième des pieds. Et quand on ouvre ces albums-là, on voit qu'il y a vraiment une similitude entre les images, les comportements. On a l'impression qu'il y a j'aime pas trop ce mot, mais une universalité à travers tous les bébés du monde qui peut se faire. Donc ça, c'est rare et c'est bien de les avoir. Alors moi, il y a des imagiers que j'aime particulièrement, justement pour leur vision, enfin leur valeur de créativité, ce sont les inventaires. Alors ici, je vous ai mis les inventaires de la personne qui creuse bien le sillon aussi, qui s'appelle Virginie Alagidi, qui publie chez Albin Michel. Et ces imagiers sont traduits, si on peut dire, parce que souvent il n'y a pas de texte, il y a juste des mots, et encore pas tout le temps, parce que les inventaires, ça plaît beaucoup aux enfants, parce qu'ils aiment beaucoup les collections, fabriquer des collections, amasser, classer, et en même temps, sur le plan cognitif, ces opérations d'amasser, classer, nommer, trier sont les opérations fondatrices de l'esprit scientifique, et donc c'est important. C'est infini les inventaires, il faut voir ce que Georges Perec en disait. Donc l'inventaire, c'est le vertige de l'infini, de savoir que voilà. Et en même temps, avec les inventaires, moi je vois des enfants qui disent que maintenant ils veulent enlever la chauve-souris depuis qu'il y a eu les problèmes de virus. Il y a eu haro sur la chauve-souris, par exemple. Donc on peut enlever des éléments à un certain moment, on peut en rajouter, on peut en redoubler, etc. Yvan, pardon, je me permets juste, pardon, il y a dans les personnes qui participent à cette conférence des personnes qui ne parlent pas très bien français ou qui sont en apprentissage, et peut-être faire la différence entre l'imagier, l'abécédaire et l'inventaire. Enfin, est-ce que c'est... Ok, d'accord. Ouais. J'ai cru que tu allais dire autre chose, c'est que je parlais trop vite. Un petit peu aussi, du coup, mais ça va. C'est juste de rappeler qu'il y a des niveaux de maîtrise de français qui sont variables dans l'audience. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas cette information. Donc, on va dire qu'un imagier, toujours en français, nous, on insiste beaucoup quand on apprend à lire aux enfants et à écrire sur le suffixe. Donc, dans l'imagier, il y a IER à la fin. Ce suffixe, il veut dire plein de. Par exemple, quand on a un chéquier, il y a plein de chèques. Quand on a un beurrier, il y a plein de beurre, etc. Donc, dans l'imagier, il y a plein d'images. Souvent, ces images sont regroupées par thème. Par exemple, c'est l'imagier des vêtements, ou etc. Dans l'abécédaire,
ce sont aussi des images, mais ce qui va compter, ce sont les lettres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une image pour le A, une image pour le B, une image pour le C, ou deux, ou trois, etc. Donc ça, c'est l'imagier. Et l'inventaire, c'est une liste à partir de quelque chose. Hein. C'est beaucoup plus, on va dire, l'imagier, on se concentre sur un ou deux éléments. L'inventaire, c'est une déclinaison. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'où on peut décliner les choses. Par exemple, si on commence à nommer, les enfants, ils font ça avec des jeux comme les jeux du bac, ou etc. Si je demande tous les pays qui commencent par P, par exemple, eh bien, on essaye d'en trouver le plus possible. Voilà. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les inventaires, les enfants, parce qu'il y a un côté ludique et un côté compétitif aussi. Combien je peux en mettre de plus que l'autre. Est-ce que c'est plus clair? Donali a disparu. Si, pardon, mon micro était désactivé. Enfin, en tout cas, je pense que ça s'est éclairci. Merci beaucoup. Pour la vitesse, je vais essayer de faire un effort. Merci. Voilà, donc on a vu donc le côté affectif des livres pour les enfants, c'est première chose. Donc déjà reconnaître le monde qu'ils connaissent, découvrir un autre monde. Donc avec le problème dont je vous parlais, faire attention que les imagiers ne soient pas trop centrés sur les modes de vie soit d'une classe sociale, soit d'un pays, etc. Et le fait aussi d'être reconnu donc dans sa propre vie, de faire des découvertes. Il y a maintenant, moi personnellement, je suis enseignante, hein, donc je suis un peu marquée, hein, je suis un peu contaminée, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, déformée. Mais c'est vraiment le plan cognitif qui m'intéresse le plus, et en tous les cas, c'est ce plan-là qu'il faut défendre à l'éducation nationale la plupart du temps, qui ne sont pas tout à fait favorables, pas toujours, je ne dis pas tous, mais à l'entrée d'autres langues à l'école. C'est que sur le plan cognitif, pratiquer plusieurs langues, c'est évidemment très, très stimulant. Alors, je vous ai mis un livre que j'aime beaucoup de Philippe Dumas, qui s'appelle Victor Hugo s'est égaré. Donc, c'est Victor Hugo, un habit d'académicien qui s'est perdu dans le bois, voilà, et qui est accueilli par une famille très aristocrate d'ânes et qui est invité à manger. Et il leur récite, bien sûr, un de ses poèmes, et donc c'est « Hélas, le bas empire est couvert d'Augustules, les Césars de forfait, les crapauds de pustules, comme le pré des fleurs et le ciel de soleil. » Et donc, les petits ânons qui ne comprennent rien, essayent de comprendre, de dire ce qu'ils ont compris. Et ça donne « Hélas, le bas empire est couvert d'Augustules, les Césars de forfait, les crapauds de pustules. » Tu comprends ce qu'il dit, toi? Rien du tout. Et en bas, vous avez le narrateur qui va faire une traduction. Victor Hugo dit que c'est injuste d'être moche. Voilà, j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'on voit que même quand on parle la même langue, hein, eh bien, on ne parle pas le même langage, on ne tient pas le même langage, il y a des registres de langage, c'est pas tout à fait les mêmes, et nous qui travaillons dans les collèges en Seine-Saint-Denis, on a l'occasion beaucoup d'en discuter avec les enfants, de savoir quel registre de langue on utilise dans tel ou tel domaine. Alors, sur le plan cognitif, le fait de parler plusieurs langues, nécessite une concentration. Il y a une attention sélective, c'est-à-dire que les enfants sont souvent obligés de chercher leurs mots, de savoir comment adapter ça, d'en inventer d'autres. Ça crée donc une souplesse mentale, du fait d'aller de l'un à l'autre, et ça développe une conscience métalinguistique. C'est-à-dire que les enfants vont commencer à réfléchir, à faire des comparaisons, à dire, bah, tiens, ce mot-là, dans cette langue, il est très long, mais dans une autre langue, il est plus court. Et donc, on va commencer, ça c'est très important pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, à avoir cette conscience métalinguistique. Mais surtout une capacité communicative et créative. On travaille avec une autre personne, les Joies, ici, qui a un petit neveu qui a 2 ans ou 3 ans, qui vit avec une grand-mère qui parle arabe, et lui ne parle pas du tout l'arabe, il ne parle que le français. Mais il adore cette grand-mère, ils ont une très très belle relation tous les deux. Et donc l'autre jour, il lui a demandé de jouer à cache-cache. Et donc, la grand-mère a dit qu'elle ne comprenait pas cache-cache, que c'était, donc il s'est un peu exaspéré. Il lui a expliqué en faisant des mimes, et puis il est allé se cacher. Et il lui a dit, tu comptes jusqu'à 10. Et donc, quand la grand-mère a compté, et à un moment, parce qu'elle dépassait un peu le 10, il lui a crié, c'est bon, tu peux venir me chercher. Et donc, du coup, toute la famille a éclaté de rire autour parce qu'en faisant cette intervention-là, il a dénoncé sa place, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est vendu. La grand-mère l'a trouvé tout de suite. Du coup, la prochaine fois qu'il va jouer à cache-cache avec la grand-mère, il faut qu'il ajuste
non seulement le niveau verbal, compter, etc., mais il faut qu'il ajuste aussi le niveau stratégique de la cachette. Autrement dit, quand on apprend une langue, on n'apprend jamais une langue toute seule. On apprend des relations, on apprend des enjeux, on apprend des façons d'être avec les autres. Et donc, la langue, elle n'est jamais éloignée des enjeux. C'est ce qui fait que moi, quand je vois on met des mots, bonjour, dans toutes les langues, tout ça, c'est intéressant, bien sûr, mais le mot ne suffit pas. C'est comment j'utilise ce mot, etc. Donc, cet éveil aux langues, donc l'illustration que je vous ai mise à côté, c'est une illustration de Richelewitz qui raconte dans ce très très beau livre comment j'ai appris la géographie. Il raconte comment ses parents étaient immigrés. Exilé plutôt, et que le père est allé chercher le pain, donc il n'avait pas d'argent, et au lieu d'acheter du pain, il a ramené une carte du monde et s'est fait engueuler par sa mère, par sa femme, pardon, oui, mais ça pourrait être sa mère du coup, si elle se comporte comme ça, et du coup le petit dit, mais moi j'ai passé des heures devant cette carte et j'ai découvert le monde, ses langues, ses cultures, etc. Donc, quand on va éveiller les enfants aux langues, il ne faut pas les éveiller simplement aux mots, même si c'est important, mais il faut les éveiller au sens du discours qu'on va tenir, au sens du livre qu'on va leur lire, etc. Donc, Bettelheim, qui est un psychologue, psychanalyste même très, très connu, a toujours insisté sur cette idée. Un enfant, il doit apprendre à lire. Enfin, si un enfant apprend à lire ou quand un enfant apprend à lire, ça doit changer quelque chose à sa vie. Donc moi, je pense avec tristesse à tous ces enfants qui sont en train d'apprendre à lire sur des phrases crétines et qui fait que, eh bien, la dernière qu'on a vue, là, c'était Odilon montre son potiron à tout le monde. Apprendre à lire sans le sens, sans les enjeux. Dans l'Association française pour la lecture, on s'est toujours battu contre ça. Le minimum dans un livre, c'est pas la lettre, c'est pas le mot, c'est pas le son, c'est le sens. Donc, les mots, ce qu'on doit faire doit être lié à du sens. Par exemple, quand on montre une cafetière à des enfants, je reviens toujours sur la cafetière, mais on voit rarement la cuisine tout autour ou bien l'atelier des travailleurs qui s'arrêtent pour boire le café. On ne voit pas de terrasse de café non plus. C'est-à-dire qu'un mot, il est toujours pris dans un contexte. On ne boit pas le café chez les bobos dont je fais partie de la même façon que on boit le café, par exemple, dans le Nord où on met la cafetière on mettait la cafetière sur le coin de la cuisinière toute la journée et le café était tout le temps chaud. Donc, on utilise un mot dans un contexte, dans une culture donnée, et c'est ça qu'il faut essayer de valoriser avec les enfants. Donc, quand on va chercher des livres pour les enfants, même s'ils sont tout petits, moi je pense que c'est important qu'il y ait la présence des langues, des 2 langues ou des 3 langues sur la même page, parce que des très très petits, ils disent ça c'est ce que je parle à la maison, ça c'est ce que toi tu parles, etc. Donc là je vous ai mis La Moufle, qui est un livre très connu, édité dans beaucoup de maisons d'édition, mais chez l'Harmattan, qui est aussi une maison d'édition qui a valorisé le plurilinguisme, les langues sont, on va dire, ensemble. Alors, je vous ai mis une petite collection qui est éditée chez Talent Haut, donc c'est une collection français-anglais qui s'appelle Oups, oh là là. Il va y avoir une image un peu plus tard dans l'intervention. L'intérêt de cette collection, c'est qu'un des personnages, Oups par exemple, parle en français et oh là là lui répond en anglais. Ce qui fait on comprend l'anglais ou le français par le contexte, par la situation, par l'image. Et donc, on est plongé dans le contexte dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'était les avantages sur le plan mental, la conscience métalinguistique, la capacité cognitive et créative. Et bien sûr, il y a un avantage sur le plan social. C'est-à-dire que le fait de valoriser des langues qui sont invisibles ou même qui sont mal vues, moi je prends le bus et le tram tous les matins, il y a souvent des conflits linguistiques dans le tram quand quelqu'un parle fort au téléphone. Si on lui demande de se taire, s'il n'est pas rare que cette personne dise oui, c'est parce que je ne parle pas la même langue que vous voulez me faire taire, ou etc. Autrement dit, il y a une tension autour des langues. Il y a beaucoup de gens qui sont en France sont arrivés parce qu'ils étaient obligés d'être là, parce qu'ils ont été obligés de fuir leur pays. Et même si ce n'est pas dans cette génération, c'est dans la génération précédente. Et travailler sur le plurilinguisme,
ne pas renforcer les injustices sociales, c'est essayer de valoriser toutes les langues et donc toutes les cultures. Alors, je vous ai mis un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Migrants, un album qui est sorti à la joie de lire, où on voit des animaux très esthétiques se promener dans la nuit très noire avec des objets qui sont soit des gamelles, soit des couvertures, soit des petites valises. Et derrière, sur l'extrême gauche de cette image, la mort qui veille sur eux et qui est effectivement… Voilà, donc il y a autour des langues que parlent les enfants, il y a des histoires, et ce n'est pas toujours des histoires d'ouverture joyeuses à des cultures différentes. Hein, c'est des histoires souvent dramatiques. Donc, notre travail aussi, même s'il n'y a pas de plurilinguisme, même quand on prend des livres en français, traduits d'un autre pays, mais écrits en français, il faut essayer de se demander, comme disait le poète Yves Bonnefoy, est-ce que ce livre, cette littérature, ce texte, ces images prennent la totalité de l'humanité ou est-ce qu'elles ne prennent qu'une partie de l'humanité et est-ce qu'elles valorisent toujours la même partie de l'humanité? Donc, évidemment, si on n'est jamais dans les livres parce que notre peau de couleur ne correspond pas aux gens qui publient les livres, si on n'est pas là-dedans parce qu'on parle une autre langue, eh bien sûr, ça crée de l'humiliation, de la rancœur et parfois de l'agressivité. Donc, les livres publiés en français doivent accueillir la diversité, il faut y veiller. Donc, je vous montre quelques auteurs et on fera la première pause. Donc, le premier auteur, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Tommy Ungerer. Et on voit que dans Le Géant de Zeralda, Zeralda, c'est une ville d'Algérie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très, très contents de voir qu'il y a quelque chose de l'Algérie qui résonne. La petite fille a ce nom. On voit dans le livre Flix, dans la couverture du milieu, dans la rue, vous voyez des gens qui circulent. Donc, il y a une femme voilée, enfin, c'est un chien, mais c'est une personne voilée. C'est très rare, on en voit très, très peu, alors que dans la rue, il y a beaucoup de femmes voilées. Il y a aussi un restaurant chinois, il y a aussi un bouddhiste qui se promène par là, il y a un charmeur de serpents, etc. Et puis, dans le dernier livre, Ami, Ami, eh bien, on voit un enfant d'origine africaine qui vient de s'installer dans un quartier probablement de Londres, enfin de Londres, d'une grande ville anglaise, et puis une jeune fille japonaise, asiatique en tous les cas, qui vient de s'installer elle aussi dans ce quartier-là. Donc on voit les quartiers pluriculturels, mais pauvres, avec des populations qu'on a mis à l'écart des centres-villes. Voilà. Donc, Peter Sis, c'est un autre auteur qui écrit pour les petits, pour le livre de gauche, pas pour le livre de droite, et qui, lui, était né à Prague, a quitté Prague après l'invasion des chars russes, qui s'est retrouvé à New York. Et tous ses livres parlent de cet espace entre Prague et New York. Donc, le premier livre, vous le connaissez peut-être, c'est Madlenka. C'est une petite fille qui fait le tour de son quartier pour expliquer qu'elle vient de perdre une dent. Et en faisant le tour de son quartier, elle rencontre un pâtissier, un boulanger français, un pâtissier allemand, un marchand de légumes indien, etc. Et donc, elle peut parler à différentes communautés. Alain C., c'est quelqu'un, lui, qui a quitté le Japon, qui est allé aux États-Unis, qui a eu le mal de vivre, qui est retourné au Japon, qui a eu le mal des États-Unis, qui est reparti aux États-Unis, et donc qui travaille, voilà, comme l'on le voit sur la couverture du premier livre, sur cette houle permanente qui fait que quand on appartient à deux pays, on a un peu de mal à choisir, à savoir où on habite. Et donc, Alain C. a fait ce très beau livre qui s'appelle Le bonhomme Kamishibai. Je vous dis ça aussi parce que Dulala organise chaque année un concours Kamishibai, c'est-à-dire que les enfants inventent des histoires en plusieurs langues, mais dont le support est le Kamishibai. Véronique Vernette, alors il y a très très peu de livres sur l'Afrique actuelle. Hein. Quand on parle de l'Afrique dans les livres pour enfants, c'est souvent l'Afrique ancestrale. On va toujours chasser le lion avec une lance, etc., avec un pagne autour du ventre. Tandis qu'ici, on a des voitures, on a des motos, on a la vie trépidante de certaines villes d'Afrique. Hein. Donc Véronique Vernette, ici, c'est Moi j'attendais la pluie. Moi j'attendais la pluie, mais elle a aussi parlé d'Adama, la boutique d'Adama, etc. Rascal. Donc Rascal, c'est un Belge, un auteur belge qui, avec Louis Josse, a créé Le Voyage d'Oregon sur la traversée des États-Unis, qui, avec Sophie, a écrit un livre sur la guerre du Vietnam, probablement, Moon, et qui a fait un très très beau livre sur l'Afrique qui s'appelle Ma petite usine, où on voit comment une machine à coudre Singer va faire la joie de plusieurs villages dans la brousse africaine. Meangeli,
mais Angélie, c'est une graveuse, une très grande graveuse, qui, elle, travaille entre la Tunisie et la France et qui va donc apporter souvent des images de la Tunisie avec des souks, etc. Et des gens qui travaillent, parce que le travail est très, très peu représenté souvent dans la littérature de jeunesse. Shen Yanggong, qui publie à l'école des loisirs. Shen Yanggong est un artiste chinois qui, lui, va donc faire la passerelle entre les contes traditionnels chinois et aujourd'hui, et donc transmettre tout un patrimoine de contes. Donc, c'est le nouvel an chinois, là, en ce moment. Et c'est peut-être le moment de regarder les très, très beaux livres de Shen Yanggong. Les enfants les adorent. Voilà, on termine avec Satomi Ishikawa, donc, qui est une écrivaine intercontinentale et qui montre justement des pays très, très différents. Et souvent, on voit dans le livre de gauche au milieu de l'environnement professionnel des gens, puisque les enfants dans ces pays-là, enfin dans les pays africains, notamment l'Amérique du Sud, sont souvent associés au travail des adultes. Hein, ils sont près d'eux. Voilà, je vous montre quelques éditeurs plurilingues. Donc, on a vu Rue du Monde. Voilà, je vous montre ceux qui sont le Port à Jauny, dont on pourra reparler tout à l'heure, Ongfei, Kobi, les éditions Sipango. Voilà. Et puis, à l'intérieur des auteurs franco-français, on va avoir des gens comme Claude Ponty, qui va mélanger plusieurs langues dans la façon d'appeler ces personnages. Par exemple, ce petit personnage-là qui est sur un trône royal, il est debout parce qu'ici il était assis, il ne pourrait pas mettre les mains sur les accoudoirs. Il s'appelle Ersto Primonello the First 2. Autrement dit, Ersto, c'est un. Primonello en italien, c'est petit premier. The First, c'est notre prononciation française inégalable du the. Voilà, donc le premier 2. Autrement dit, c'est un dauphin, ce personnage-là. Et il ne pouvait pas avoir un nom mieux que Ersto Primonello the First 2. Mais les plus simples peuvent s'appeler Bouffe News. Donc, Bouffe News, c'est celui qui avale la presse, hein, qui mange les news, qui lit le journal toute la journée. Il est abonné à BFM TV. Celui qui est sur une perche avec 2 cuillères dans les mains, il s'appelle Cirque des Pékin, parce que j'ai oublié le P, pardon, Cirque des Pékin, avec un petit accent. Celui qui dort tout le temps en bas s'appelle Slip au dodo. Donc, souvent, les enfants rigolent beaucoup parce qu'ils pensent au slip, mais quand les enfants sont un peu plus grands, ils savent que dormir en anglais, c'est to sleep, et donc, du coup, les correspondances se font. Et puis, eh bien, celui qui tire la langue, il est amoureux, et bien sûr, ça ne peut s'exprimer qu'en italien, ti voglio bene good good, sauf que le good good, il est en anglais ici, et il veut dire bonbon, voilà. Donc, on va avoir affaire à ces créations verbales typiques chez Claude Ponty. On termine donc avec Elsa Valentin. Elsa Valentin, c'est une auteure qui a fait un très très beau livre qui s'appelle Boo et les 3 ours, qui a été qui s'est très bien diffusé. Alors Elsa Valentin, elle mélange plusieurs langues dans la même histoire, et donc ça crée une espèce de sabir. Il y a plus de 7 langues dans une histoire, et elle vient de sortir chez Syros en collaboration avec Dulala, l'histoire du petit chaperon rouge qui s'appelle Chaprouchka et qui lui aussi est en plusieurs langues. Voilà. Donc, je vous montre ici l'éditrice du Port à Jauny, qui est à Marseille, qui s'appelle Mathilde Chèvre, elle n'est pas très loin de chez vous, et qui dit donc mettre les langues ensemble n'est pas une invitation au voyage dans le sens exotique du mot, c'est une invitation au déplacement. Le simple fait de voir les 2 langues côte à côte induit un début de déplacement émotionnel et sensoriel qui va de pair avec le double sens de la lecture, puisque le français s'écrit de gauche à droite, tandis que l'arabe s'écrit de droite à gauche. Alors, on va revenir. Là, je fais trembler ça. Oui, alors on va faire une première pause avec un temps d'échange et de questions. Donc, soit là, 2 possibilités. Soit vous faites un petit signe de la main si votre vidéo est activée, ou alors vous levez la fameuse petite main virtuelle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est de nouveau le téléphone de la boutique. Alors, on a juste un problème de clic. Ça va ? Vous nous voyez ? Alors, on ne vous voit pas, non, Ivan. Donali, vous nous voyez ? Non. Vous avez, en fait, tout Alors, du long de votre c'est comme tout à l'heure. Voilà, tout du long de votre présentation, votre caméra était désactivée, mais bon, on voyait le PowerPoint. Alors, c'était très, très riche d'informations, de références, de bibliographie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Ça va ?
Vous nous voyez Très maintenant? bien, ouais. Et là, on dit merci à Brunella, la pauvre, je pense Ouais. qu'elle a un taux d'adrénaline maximum là. Merci énormément à toute l'équipe de l'AFL, Brunella, Nejwa, Samira pour le soutien technique. Alors, vous êtes toutes en C'est vrai. incognito, là, cachées, mais un grand merci à vous. Alors, donc là, c'est fermé, ça y est. Et en plus, elles sont formatrices, c'est-à-dire on arrive à apprendre avec elles. Voilà, est-ce qu'il y a C'est difficile hein, de prendre la parole après un débit comme le mien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça Oui. vous est utile? J'ai peur de poser cette question. Alors moi, si je peux me permettre, du coup, hein, vu que je vois qu'il n'y a pas de réaction pour le moment. Là, il y a quelqu'un, si, il y a Norbert. Oui, alors vas-y Norbert. Est-ce que tu veux que j'active ton micro ou tu peux le faire? Tu veux que je le fasse? Attends, hein, je suis aussi en baptême d'animation. Voilà, donc là, je te demande, normalement, tu devrais pouvoir accepter de... Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour et merci pour l'intervention super riche. Vous avez dit quelque chose un petit peu au début de votre intervention et je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez parlé de la question de l'écrit. C'était au moment où vous alliez parler des comptines et sur le fait que le rapport entre écrit et oral, que quand vous alliez là, vous alliez intervenir, vous aviez écrit en partie votre texte. Et ce que enfin, je crois que j'ai pas bien compris ce que vous aviez dit, ce que vous avez dit à ce moment-là sur sur le fait que l'écrit apporte une structuration un peu particulière à l'oral. Enfin, ça fait une petite bouillie dans ma tête. Ça vous ennuie de Non, revenir? non, je vais y revenir dans la deuxième partie, mais vous avez bien raison parce que ça, c'est essentiel. Parce que souvent, on se dit, bah, les enfants parlent une langue à la maison et donc voilà, mais on ne parle pas la même langue dans toutes les maisons. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, par exemple, dans certaines maisons, parce qu'on est près de la nécessité, parce que les familles sont peu scolarisées, ont été peu scolarisées, etc., on parle, on va dire, un oral d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on nomme les choses, on donne des ordres, etc. Enfin, pas forcément des ordres, on dit de faire des choses, etc. Et puis, il y a dans les familles plus scolarisées, on a un oral qu'on appelle secondaire ou secondarisé, c'est-à-dire qu'on va interroger les choses et pas simplement les nommer, on va en même temps interroger la langue qu'on parle. C'est-à-dire que du coup, on a des enfants qui ont un oral qui est plus, alors je ne veux pas mettre évolué parce que c'est un côté péjoratif, mais néanmoins, ça ressemble un peu à ça. Et plus on travaille à l'écrit, et plus l'oral est secondarisé. C'est-à-dire que la langue écrite permet d'avoir avec la langue un rapport, on va dire, métalinguistique, une distance par rapport à la langue. Et donc, du coup, on va il y a des enfants, on voit bien, hein, moi je vais chez des jeunes, aujourd'hui je n'ai pas été élevée comme ça, je n'ai pas élevé mes enfants comme ça, on explique tout aux enfants, enfin moi je vois des enfants, avant qu'ils aillent se coucher, c'est une série de négociations et d'argumentation, etc. Bon, moi, chez moi, c'était où tu vas te coucher tout de suite, ou tu vas te prendre une calotte, etc. Enfin, je veux dire, tous les parents ne sont pas des brutes, hein, mais il y a des milieux familiaux où la langue et ce que l'on fait avec la langue on va dire, ne s'applique pas simplement à dénommer le monde, mais à interroger le monde, comparer le monde, comprendre le monde. Et du coup, on se met à interroger la langue. C'est-à-dire qu'il y a des familles où ce qu'on dit, eh bien, le mot qu'on a. Par exemple, moi, j'ai une petite fille l'autre jour qui me dit, je lui dis, mais arrête de pédaler à l'envers parce qu'on ne va pas avancer comme ça. Et elle me dit, ah, mais tu ne devrais pas dire que je pédale à l'envers, tu devrais dire que je pélade à l'envers. Autrement dit, bon, c'est une enfant qui est. Et elle est en permanence sur le mot et toute cette activité métalinguistique est extrêmement constructive. Or, on sait bien qu'il y a certaines familles qui arrivent d'Afrique, notamment, moi, c'est celle que je connais le mieux, qui finalement, les mamans notamment, sont des femmes qui sont peu socialisées, qui sortent
pas de la maison. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas socialisées. Elles ne sont pas socialisées dans le pays d'accueil. Elles vivent entre elles et elles utilisent une langue. Ça, c'est comment s'appelle-t-il cet organisme qu'il a très très bien montré, je vais retrouver, qui s'occupait des enfants de migrants dans les années 80. Elles utilisent une langue qui vient du pays d'où elles viennent, du village d'où elles viennent, et c'est une langue qui s'appauvrit au fur et à mesure parce que justement, elle est sans interaction avec l'extérieur. La plupart, une des Néjois qui travaille avec nous disait que sa maman est en France depuis 30 ans, mais qu'elle refuse d'apprendre le français, pas du tout par conviction idéologique ou quoi, mais parce que comme ça, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne, qui l'aide, elle est jamais seule, et donc il y a des stratégies de contournement. Après, il y a des gens qui contournent parce qu'ils ont peur et qu'ils n'osent pas parler. Donc, autrement dit, il y a des oraux, des paroles qui, tout en étant affectives, importantes et tout, c'est pas ça qu'on met en cause, ne décollent pas beaucoup de la situation et donc, du coup, s'enrichissent peu. Voilà, je sais pas si c'est clair. C'est toujours délicat de manier tous ces Mais pardon, du coup, c'est ça. Je crois qu'il y avait quelque chose qui m'avait fait tiquer et du coup, ça confirme. Alors, je vais essayer, hein. J'ai l'impression quand même que ça, c'est. On peut être d'une culture orale très élaborée avec du méta. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'où on les parle. Consignes. Les Oui, consignes et autres, parce que je pense que on a, enfin, l'histoire du monde, c'est quand même, elle est plus longue avec sans écrit quand même peut-être. Bien sûr, vous avez raison. Et pourtant, il y a, je pense que les humains sont arrivés à développer du méta sur l'oral déjà. Enfin, c'est clair ce que je raconte? C'est tout à fait clair et c'est tout à fait important parce que c'est le point difficile, en tous les cas pour moi, c'est le point épineux tout le temps. Mais comment dire, quand on raconte une histoire la première fois, c'est un oral spontané. Quand on va la raconter la deuxième fois, c'est plus le même oral. Quand on va la raconter la troisième fois, ça sera plus le même oral. Du coup, toute la tradition, il y a un chercheur qui a appelé ça l'oraliture. C'est-à-dire qu'il dit, il y a l'oral, c'est un son. Enfin, voilà, il y a l'oralité, c'est quand je parle avec quelqu'un, c'est ce qu'on est en train de faire toutes les deux. Et puis, il y a l'oraliture, c'est quand ce que j'ai dit a tellement été dit et redit qu'il est écrit, enfin, comment dire, qu'il est inscrit en nous peut-être, et qu'il a donc une forme où finalement, on s'est rendu compte que quand je raconte qu'une dame est tombée ce matin sur la glace, parce qu'on a beaucoup de glace à Paris, raconter cette histoire 4 fois aux gens, eh ben, je me suis rendu compte que j'ai vu qu'ils avaient ri à certains moments, donc j'ai amplifié cet endroit, et ainsi de suite. Or, quand on est devant de l'écrit, l'écrivain, il a fait la même chose. C'est-à-dire que l'écrivain, il n'écrit pas spontanément, ou s'il écrit spontanément au début, il va revenir, il va réécrire, etc. Et donc, on a là une langue qui d'elle-même montre ses ratures, enfin, je ne sais pas si c'est clair, et montre les batailles qu'il y a eu avec la langue pour arriver à une phrase qui tienne le coup, quoi. Et on voit bien ça avec les auteurs pour enfants qui écrivent des albums avec 2 phrases par page. Souvent, on pense que c'est pas tellement difficile de faire des choses comme ça. Or, en fait, on voit que plus c'est court et plus les écrits sont prêts et plus c'est une bataille avec les mots. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et vous avez vraiment bien fait de signaler ce que vous avez signalé, parce qu'on aurait tendance à penser que les civilisations qui ont des langues écrites sont supérieures aux civilisations qui ont des langues orales, ce qui est absolument hors du propos que je pensais tenir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a oui. Moi, j'avais juste une remarque, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps parce qu'il est 11h17 et qu'on avait annoncé une fin à 11h30. Donc, je pense que le mieux, c'est de continuer. D'accord. Ivan, je ne sais pas combien de temps vous avez prévu pour la moi, je suis une méditerranéenne, donc je fais toujours trop à manger. Oui, je sais. Chaque fois que je vous ai vu, c'était le cas, donc je m'en doutais. Et là, en plus, je ralentis pour aller doucement. Brunella, oui. je partage. Brunella, elle s'était dit, je vais échapper. Parce que voilà, moi, je vous avais demandé une intervention d'1 heure. Je me suis dit, on va prévoir 1h30. Je vais y arriver. On va, de toute façon, c'est ça? Oui. Très bien. Voilà. Parfait. Merveilleux. Donc, je coupe mon micro et à vous.
Voilà. Donc là, je vais peut-être passer sur cette partie parce que je travaille avec la bibliothèque Place des Fêtes à Paris, qui est dans le 19e, qui a constitué une malle plurilingue. Donc, je vous ai mis la référence sur sur le texte que vous allez avoir. Et la bibliothécaire me disait que, enfin, je la vois faire quand elle fait les animations. Elle dit, moi, je commence par briser la glace. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont peur, qui sont inquiets, qui n'osent pas venir à la bibliothèque. Enfin, toutes les questions qu'on connaît bien. Et donc, du coup, elle cherche des albums qui sont en français, mais qui commencent à montrer des images qui ne sont pas des images européennes ou des images françaises. Donc, elle commence souvent avec un si petit cœur de Michel Gay à l'école des loisirs, parce qu'on voit bien qu'on est dans un désert, la maman est en train de coiffer sa petite fille, et la maman est voilée, etc. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très ethnocentré. Voilà. Ensuite, elle valorise tous les livres qui correspondent aux cultures qui sont représentées dans le groupe de travail avec lequel elle est. Donc, ici, c'est un livre des éditions Les Éléphants, hein, une autre maison d'édition qui fait un beau travail. Alors, c'est toujours idyllique, hein, le marché, c'est formidable, il n'y a pas de pénurie de légumes, la vie est formidable. Voilà. Ensuite, elle essaye de prendre des livres où les personnages traversent des pays. C'est ce qui permet justement de rencontrer plusieurs cultures. Donc, un des auteurs qui fait beaucoup ça, c'est Eric Carle, qui le fait soit en anglais, soit en français, soit dans d'autres langues. Et ce très, très beau livre qui a été édité au Père Castor et qui montre, ça s'appelle Famille au pluriel, et qui montre les modes de vie d'un pays à l'autre selon les heures de la journée, le petit déjeuner, etc. Donc, je vous ai rajouté ce très beau livre qui s'appelle Cité Babel. Vous voyez sur la page de droite que les enfants peuvent tourner n'importe quelle page. Donc, à un étage, on a quelqu'un qui est de confession musulmane, je crois que c'est en haut. À un autre étage, on a quelqu'un qui est de confession juive. Un autre étage, quelqu'un qui est-ce que j'ai oublié, chrétien. Et l'épicier de Babel qui est athée. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut, en manipulant les images, voilà. Alors, souvent, ça donne des choses très, très drôles au moment de la prière, par exemple. On voit des mamans qui s'amusent. On a beaucoup de mamans, énormément. Voilà. Donc, on va revenir à la question que posait Norbert, je crois, tout à l'heure. Penser les langues à l'oral et à l'écrit avec ce livre de Rue du Monde qui s'appelle le livre qui parlait toutes les langues. Donc, je reviens à ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Donc, il y a des milieux familiaux où on parle en collant au vécu. On s'exprime, on communique. Et puis, il y a des milieux où, tout en faisant ce que font les autres milieux, bien sûr, on interroge le vécu et donc la langue ne va pas être la même. On va donc parler dans une langue, mais dans certains milieux, on parle aussi de la langue hein, pour essayer de voir. Voilà. Donc, je vous ai mis un très beau livre qui s'appelle Sans papier, qui a été publié à l'Escabel de Rascal. Donc, les livres, en général, quand on veut porter l'accent sur le plurilinguisme, il faut essayer de les choisir pour que ça crée des situations de dialogue, pour que ça renforce l'identification des enfants dans sa propre culture et bien sûr pour que ça suscite l'envie de découvrir d'autres univers. Je vous ai mis la revue, les nouvelles du livre jeunesse et Nous voulons lire, hein, qui est édité, coordonné par Florence Gaillotti. Et c'est un numéro qui est assez ancien, puisque je crois qu'il date de 2018, et qui a montré qui a fait un travail excellent pour montrer comment chacun peut construire sa propre langue à travers les voix du monde. Donc ça, c'est très bakhtinien, hein, Michael Bakhtin, qui a beaucoup parlé de la polyphonie et justement de le fait d'avoir une langue à soi parmi les autres langues. Alors, dans le choix des livres, quelque chose que fait beaucoup à la Place des Fêtes à Paris, c'est qu'on essaye de parler d'un commun qui est pareil et qui est différent. Autrement dit, il y a des choses que tout le monde sait faire, que tout le monde fait, que quelle que soit sa langue, on mange, on se lave, on soigne, on joue, on dort, on apprend, on aime, on rêve, etc. Et puis, le contenu étant connu, eh bien, on n'a pas besoin d'apporter les connaissances et donc, du coup, on peut s'intéresser à la langue et comment la langue dit les choses et avec quels objets. Le livre dont je vous parle ici est un très, très beau livre qui s'appelle Miroir. Je ne sais pas si ça se voit, mais on ouvre la page de gauche vers la gauche et on ouvre la page de droite vers la droite. C'est un livre qui s'ouvre par le milieu et on va suivre à gauche la vie d'un enfant australien de Sydney et à droite la vie d'un enfant dans la vallée des Roses au Maroc. Et on va voir finalement que ces deux vies très très différentes vont se rejoindre puisque le père au Maroc va vendre le tapis que sa femme a fini de tisser alors que le père australien et la mère australienne vont aller acheter ce tapis dans un magasin de bricots, etc. Donc, l'autre chose que fait beaucoup la bibliothécaire
c'est de parler des choses qui évoluent. Par exemple, on part des pommes, on fait des tartes, on part des fromages, on fait des pizzas. Et donc, elle a remarqué que parler de l'évolution des choses, et notamment avec les aliments, mais ça peut être avec d'autres éléments, permet aux gens de raconter des processus logiques, d'expliquer et pas simplement de nommer les choses. Et donc là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, elle utilise bien sûr tous les imagiers. Donc, je vous ai choisi celui-ci. C'est celui qui marche le plus. Je ne sais pas pourquoi cet imagier marche autant. Chaque personnage, enfin, chaque animal est traduit à droite en plusieurs langues. Donc là, on est dans un abécédaire, hein. Voilà, donc la salamandre, etc. Et ces imagiers-là, ben, les gens connaissent les animaux et donc vont pouvoir les nommer. Et donc l'avantage, moi je travaille beaucoup sur les documentaires avec les parents, pour les jeunes enfants, parce que dans un documentaire, on peut, en tant que parent, expliquer le monde à son enfant, expliquer ce que c'est qu'un volcan, expliquer ce que c'est que faire la cuisine, etc. Autrement dit, les parents ont déjà les connaissances et donc ils peuvent se faire passeurs de quelque chose. Alors que dans les fictions, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc on a aussi des livres comparatifs sur lesquels je vais passer qui montrent comment on fête le Nouvel An dans toutes les civilisations, voilà, comment les perles du regard qui se vendent en Turquie la plupart du temps, comment on s'embrasse. Ben maintenant, on s'embrasse tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne s'embrasse plus, mais le hug était particulier, par exemple, des pays d'Amérique du Nord, etc. Et donc, je vous ai mis 2 livres ici qui sont importants. Le premier, Bonjour Tortue, va suivre une tortue tout au long de la journée en plusieurs langues, donc c'est les éditions Migrélude. Et Bonne nuit tout le monde de Chris Houghton va montrer l'endormissement de tous les animaux qui est très différent selon qu'on dort dans un nid, selon qu'on dort dans une tanière, etc. L'avantage avec Chris Houghton, c'est que vous avez vu ma prononciation, c'est que ces livres sont traduits en plusieurs langues et donc on peut en apporter différents. Voilà, donc Chris Houghton est un Irlandais qui a donc des livres extrêmement sensibles, avec très peu de texte, mais énormément de complexité sur les peurs, les émotions, etc. Et qui vont être en plusieurs langues. Mais il a un autre avantage, cet homme-là, c'est que sur Internet, il montre beaucoup d'activités que l'on peut faire à partir de ces livres. Donc, vous voyez sur l'image de gauche, les patrons qui sont… il a découpé les patrons de ces animaux, etc. Donc, les enfants peuvent en fabriquer d'autres. Et puis, donc là, vous pouvez aller sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont proposées. David Wiesner, l'Américain mondialisé, puisque David Wiesner va écrire l'histoire de Monsieur Chat, par exemple, dans différentes langues, ce qui est important pour les enfants, puisqu'une fois qu'ils connaissent l'histoire dans une langue, ils adorent la retrouver dans une autre langue. À Bologne, il existe une manifestation que je trouve formidable. Un jour donné, à 14 heures, on raconte la même histoire en, mettons, 20 langues dans la ville. Alors, par exemple, la petite chenille qui faisait des trous. Donc, chacun choisit l'endroit du quartier où il veut se faire raconter l'histoire, s'il veut se la faire raconter en italien, s'il veut se la faire raconter en anglais, en wolof, etc. Et à partir de là, des cloches se mettent à sonner. Je ne sais pas si c'est les cloches de l'église. Et donc, on sait qu'à 14 heures, se raconte la même histoire dans la même ville en 20 langues différentes. Et je trouve ça enthousiasmant. Allez voir les Italiens. Ils font des choses en lecture extrêmement chaleureuses. Alors, pour installer des bases dans la langue. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'oral spontané, puis il y a un oral secondaire, et l'écrit favorise bien sûr l'oral secondaire. Il y a un genre de livre qui est formidable, c'est la randonnée. Parce que la randonnée, c'est un genre qui va répéter les choses et qui va permettre donc de les mémoriser, de mémoriser des formules, etc. Et donc des éléments syntaxiques et pas simplement des mots, et donc qui va permettre aussi d'anticiper, puisqu'on sait déjà un peu ce qui va se passer. Donc, je vous ai mis quelques randonnées, comme on est un petit peu en retard. Je vous les passe un peu vite. Donc, ici, c'est la moufle en plusieurs langues. Voilà. L'autre genre qui est important, c'est les séries. Donc, on connaît Petit ours brun ici, mais aussi Crocolou. Et donc, ces séries, à partir du moment où on a lu 2 livres d'une même série, on connaît les personnages, on connaît les caractères, on connaît les lieux, on connaît les relations entre les personnages. Et donc, on a déjà tellement d'informations qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur le langage, les mots pour le dire.
Voilà. Alors, pareil, dans les séries, vous avez la série de Tony Ross sur les princesses, voilà, qui est absolument réjouissante. Et puis, bien sûr, les contes, hein, on en parlait tout à l'heure. Encore Didier Jeunesse, là, qui fait un travail de mise en page absolument formidable sur le rythme, sur les sonorités. Donc, je vous en ai mis un seul ici, mais ils ont toute une collection de contes en plusieurs langues. Pareil chez Didier Jeunesse, donc des contes, mais pour des enfants plus grands, qui vont avoir plus de texte, donc du coup. Et puis des classiques de chez nous, donc le fameux Chien bleu, écrit par Nadja, Zou de Michel Gay ou Plouf de Philippe Corentin, qui se retrouve en tchaf en espagnol, je crois, mais aussi des classiques d'ailleurs qui deviennent très intimes ici. Donc, tous ces livres-là possèdent des traductions, ce qui va être vraiment intéressant. Voilà, j'ai essayé d'accélérer, je suis désolée pour la fin, mais c'est pour qu'on ne se quitte pas de manière brutale. Donc la question maintenant, c'est comment on lit ces histoires aux enfants. Je vous ai mis ici l'équipe de Dulala, d'une langue à l'autre, parce que sur leur site, vous allez pouvoir voir une tonne et une foule de tas de petites, pas petites, d'activités qui vont pouvoir être faites avec les enfants. Donc, il faut favoriser le fait que les enfants, ils ne comprennent pas tout au début. Mais ça, ce n'est pas grave. Depuis qu'ils sont nés, ils ne comprennent pas tout. Ils sentent qu'il se passe des choses, ils essayent d'attribuer du sens aux choses qu'ils voient ou qu'ils entendent, mais il ne faut pas attendre d'un enfant une compréhension totale. Il n'a jamais vécu de cette façon-là. Donc, ce que j'aime bien dans cette collection, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand sur la page de gauche, on parle en français, sur la page de droite, on continue la conversation, mais on la continue en anglais en général. Et donc, du coup, on va comprendre par le contexte et on va essayer d'anticiper, de faire des hypothèses. Alors là, c'est pour les plus grands, mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quand même une prouesse, ces livres-là qui sont édités chez Syros, parce que le texte commence en français. Petit à petit, il inclut de l'anglais et puis à la fin, il est complètement en anglais. Autrement dit, c'est une fois qu'on s'est familiarisé avec les personnages, avec la langue, etc., petit à petit, ça, c'est des versions qui sont pour les collèges. Hein, voilà. Alors, on va terminer sur la poésie, parce que la poésie, eh bien, c'est le genre qui va faire exploser les limites des langues, les normes des langues, et qui va permettre justement de la créativité. Donc là, je vous ai mis évidemment les poèmes. Je dis évidemment parce que c'est une collection qui est tellement, une édition qui est tellement forte. C'est les éditions du Port, P-O-R-T, à Jauny, qui est à Marseille. Voilà, je vous montre des images d'un album qui s'appelle Sauvage. L'avantage de ces éditions, c'est que Mathilde Chèvre, l'éditrice, fait appel à des artistes tout le temps, et donc les illustrations ne sont pas bradées, la mise en page n'est pas bradée, le texte n'est pas bradé, il y a vraiment un travail extrêmement fin qui est fait sur la langue. Voilà. Alors, un dernier livre qui est sorti il y a très peu de temps chez Rue du Monde, qui va nous concerné, pas sur le plan de la langue, mais sur le plan des enjeux peut-être, avec Fatou du Monde, une petite fille africaine qui rencontre une petite fille qui vit dans l'Arctique ou l'Antarctique, je ne sais plus. Mais en tous les cas, ce rapprochement, on voit bien qu'aujourd'hui, autour de ces deux petites filles, froid et chaleur, c'est les questions écologiques qui se posent. Et donc, parler plusieurs langues, c'est aussi se rendre compte qu'on a en commun une planète et que cette planète, c'est à nous de la nommer, c'est à nous de la défendre, c'est à nous de la penser, c'est à nous de l'imaginer autrement. Et ça ne peut pas se faire nation par nation, on le sait bien. Il y a un très très beau livre que je vous conseille vivement chez Rue du Monde qui s'appelle 4 bols bien ordinaires. C'est un livre d'une Polonaise dont je ne vais pas prononcer le nom parce que là je ne vais pas y arriver, je vais dire juste son prénom, Iwona. Et avec les 4 bols, on voit tout ce que l'on peut faire de différent. Donc ici, c'est un moulin à vent, mais on voit à la fin qu'avec ces 4 bols, on peut partager les ressources du monde. Donc c'est un livre qui est extrêmement fort sur cette notion de partage et d'entente collective, justement pour prendre en charge notre planète communément. Je vous ai mis dans la bibliographie les sites, les endroits où vous pourrez commander des livres qui viennent des pays étrangers, parce que ce n'est pas toujours facile, et quand on arrive à en récupérer quelques-uns, on est bien content. Donc c'est des commandes en ligne souvent, et je vous ai mis à la fin le site de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, Takamtiku. Takamtiku, c'est un site gratuit sur lequel vous allez pouvoir
consulter toutes les parutions qui se font en Océanie, Afrique, etc. C'est-à-dire tous les pays qui ont peu de moyens pour éditer et donc des éditions qu'on a vraiment besoin de. C'est une mine, ce site-là. Il y a des choses étonnantes de tous les gens, voir comment les gens travaillent quand les enfants parlent 3, 4 langues en Afrique, comment les bibliothécaires s'y prennent. C'est absolument indispensable. Voilà, je termine avec le slogan de Dlala, les langues de chacun, c'est une chance pour tous. Et plus il y a de langues, plus on rit. Et je termine donc sur l'Association française pour la lecture qui vous remercie vraiment d'avoir tenu compte de nos insuffisances techniques et qui remercie Brunella. Je pense qu'elle va prendre un après-midi de congé, elle est près du coma. Voilà. Donc je vais revenir peut-être à la vue totale, si j'y arrive. Alors, encore une fois, merci énormément. C'est très, très, très riche. C'est très complet comme présentation. Je suis désolée, hein, mais là, on a toujours le même problème. Voilà, alors là, il n'y a vraiment pas de quoi. Ça va? Oui. Vraiment pas de quoi être désolée, au contraire. Je laisse voir s'il y a des réactions. Ah. En tous les cas, vous pouvez nous contacter même par mail. Hein, vous aurez le texte où il y a mon mail et on peut même, vous avez vu comme on est très doué sur le plan technique, donc du coup, on peut même refaire des petits, je crois que ça s'appelle des petits webinaires, des petits échanges comme ça à 2, à 3, s'il y a des équipes qui ont des questions ou des choses comme ça. C'est un domaine qui est en recherche actuellement et je trouve que c'est très intéressant. Et je crois qu'on est tous en train d'essayer de se dire comment on sort des mots simplement du fait d'étiqueter le monde pour se mettre à le penser et à l'imaginer. Donc, je pense qu'on est là devant quelque chose de... En tous les cas, là où je travaille avec les gens qui ont mis ça en place, il y a un engouement, une fierté des parents, des enfants, et c'est maintenant il faut qu'on avance ensemble et pas simplement, voilà. Oui, parce qu'il y a un enjeu de transmission aussi qui est très fort, de restauration de la dignité des personnes, je pense aussi, qui est centrale aussi dans ce projet. Je me tais et je laisse la parole à Naïma. Oui, pardon. Juste, je veux remercier beaucoup la dame. Et vraiment, il m'a nourri avec tout ce qu'il... même si je ne parle pas bien le français, mais vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup. Merci beaucoup. C'est ravi. Il est riche, tout riche, vraiment. Merci beaucoup, madame. Vous êtes dit, c'est méditerranéen. Hein. Il y a beaucoup à manger, non? Ouais. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie et franchement, j'espère avoir été un peu utile et s'il y a des questions ou si vous avez besoin qu'on se recontacte, on fait ça bénévolement. Enfin, voilà, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Mais il faut savoir que c'est un domaine qui est en recherche aussi à la boutique d'écriture, hein, cette réflexion sur le plurilinguisme. Donc, effectivement, on a certainement encore beaucoup de choses à partager et à apprendre. Justement, sur l'écriture, si vous allez sur le site du Printemps des poètes, alors c'est pour les plus grands, mais c'est le désir, le thème c'est le désir cette année, et ils ont mis un poème du Moyen-Âge, très court, sur l'amour courtois, et ils demandent justement des traductions en plusieurs langues, mais des réécritures en plusieurs langues. Et je pense qu'en ce moment, on est prêt pour aborder cette question de plurilinguisme. Il y a encore des frilosités, notamment dans l'éducation nationale, mais on va y arriver. Ouais. En tout cas, merci pour votre travail. Je reprécise qu'à la boutique d'écriture, il y a un groupe de lecteurs plurilingues qui fait des interventions dans des écoles, dans des centres, qui travaillent justement sur l'appropriation plurilingue de livres qui ne sont pas forcément plurilingues, pas toujours plurilingues, mais parfois qui le sont. Il y a plein d'endroits où on peut, comme ça, contribuer à une réflexion sur le plurilinguisme, des livres à soi, le fameux atelier dont on parlait tout à l'heure, Bébé Bive et Chansonnette, le matin. Il y a quelques années, on a fait nous-mêmes notre recueil de comptines plurilingues avec un CD, le texte, des illustrations. Malheureusement, tout est vendu, mais on a quelques exemplaires consultables à la boutique pour les curieuses. Et n'hésitez pas à avoir un petit récit autour de cet ouvrage, demander un récit auprès des personnes de la boutique parce que c'était une très belle aventure.
Voilà, en tout cas, toutes les contributions sont les bienvenues sur ce projet, enfin, sur ces projets, sur ces réflexions sur les langues, l'inclusion des personnes, la reconnaissance des personnes dans leurs identités plurielles. C'est extrêmement important. Et ne pas être trop angélique. Il y a des enjeux politiques très forts autour des langues. L'autre jour, avec Dulala, on a fait la fête de Dulala des 10 ans. Il y a une petite fille qui ne voulait pas entrer. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas entrer? Elle me dit, parce que moi, ma langue, je n'ai pas le droit de la parler dans l'école. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? D'où tu viens? Elle me dit, moi, je viens de Guinée et ma langue, c'est la langue de Dieu. Et en France, à l'école, on n'aime pas la religion. Donc, les enfants, ils entendent en ce moment, ils sont baignés par plein de choses. Donc, il faut aller à l'os des enjeux. Et il ne faut pas simplement se dire, youpi, on est tous frères, on va se donner la main, etc. Non, non. Il y a des enjeux et il faut les aborder et détendre les rapports. Oui, c'est ce qu'on entend de votre intervention. Et le deuxième message pour moi qui est très fort, c'est aussi de ne pas faire du plurilinguisme tout azimut, mais vraiment du plurilinguisme en contexte, du plurilinguisme qui a du sens, d'être attentif, comme vous dites, aux références, c'est-à-dire comment on pose le sachet de thé, quelle place a le sachet de thé à côté de la théière marocaine, par exemple. Ça, c'est, je pense, une attention très particulière qu'on doit tout avoir en tant que médiatrice, animatrice, enseignante. Ah oui, mettre une cafetière avec des capsules Nespresso, c'est dire quelque chose du monde. Ah voilà, oui, c'est un message, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment notre devoir d'être très attentive. Pardon, Ivan, je vous laisse parler. Non, c'est tout. Mais moi, j'en ai aussi une chez moi. Donc, c'est pas écolo, le café Nespresso, mais en même temps, ça te dit quelque chose qui tient le crayon, qui tient la plume. Voilà. Sans diaboliser, mais en tout cas, d'en être conscient, quoi. Et de savoir ce qu'on donne, ce qu'on montre. Voilà, alors il y a Marie-Gabrielle qui vous remercie pour cette intervention. Oui, moi aussi, je vous remercie. Activons donc nos micros, nos caméras, si vous le voulez, avant de se quitter. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Naïma. Au revoir, je vais aller pour prendre mon petit, c'est tard. Merci, au revoir. À demain. À demain. À demain, bonne année. Bon. Ben, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Oui, merci. Je voulais juste remercier Ivan. Merci, merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Alors, c'est Lynn qui parle, Ivan. Lynn était là, en ligne, oui. Voilà, je voulais juste te remercier, Ivan, et puis dire mon plaisir aussi à ce qu'on retrouve une collaboration entre la boutique d'écriture et l'AFL. Tout à fait, voilà. Avec plaisir. Moi aussi, j'étais très, très contente. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Eh bien, à très bientôt alors. À très bientôt.